Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères. Radio U, textuel, lire pour vivre 1000 vies. J'écris de chez les moches. Pour les moches, les vieilles, les camionneuses. Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront. Les tarés, toutes les exclues du grand marché à la J'avais bonne fait mère. remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de La quelqu'un. petite, au chapeau de feutre. Tu aimes les hommes d'amour, d'enthousiasme, et tu es féministe depuis l'adolescence. Accoudée au bastingage. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Textuel, lire pour vivre 1000 vies. Des textes choisis et lus par Marie-Philippe. Bonjour à toutes, bonjour à tous et aux autres. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand à une femme enceinte, j'entends poser la question « Alors, tu sais ce que c'est ?» J'ai envie de répondre « Ben, a priori, c'est un petit homme, un humain, quoi. C'est déjà pas mal, tout le monde ne s'appelle pas Rosemary. » « Et tu veux une fille ou un garçon ?» Ben, il y a une différence. Et alors là, les gens ont en général un avis bien tranché. Oh oui, les filles qui viennent de Vénus, c'est joli, c'est poli, appliqué, scolaire, patient, docile. Et les garçons qui viennent de Mars sont paresseux, turbulents, aventureux, téméraires. Et effectivement, dès le berceau, dès les premiers jours, les filles s'habillent en rose et les garçons en bleu. Quand la fille pleure, on dit « Oh, la pauvre petite, elle a un gros chagrin, vite, un câlin, il faut la rassurer. » Et si le garçon pleure, on dit « Oh, quelle voix de stentor, oh la grosse colère, il sait ce qu'il veut, lui, dans la vie. Vite, vite, satisfaisons ses désirs. » Ensuite, c'est poupée pour elle et football pour lui. Et gare aux garçons qui n'aiment pas le foot. Et voilà, le programme est lancé. Chacun sa place, chacun son assignation, chacun son rôle. Bon, il y a des progrès, les femmes ont acquis le droit de porter des pantalons. Et j'attends avec impatience le jour où je pourrai passer ma tondeuse torse nu au soleil, le rêve interdit. Bon, en attendant, je prends un livre. C'est King Kong Theory de Virginie Despentes, où il est question de genre, de sexualité et de féminisme. Si je te dis non, c'est définitif. Tort ou à raison, toujours excessif. Quand j'ai décidé, c'est irrévocable. Je suis peut-être une enfoirée, mais c'est non négociable. Si je te dis non, c'est définitif. Tort ou à raison. King Kong Girl. La version de King Kong, réalisée par Peter Jackson en 2005, commence au début du siècle dernier. En même temps qu'on construit l'Amérique industrielle, moderne, on dit adieu aux vieilles formes de divertissement. Le théâtre burlesque, la troupe solidaire, on se prépare aux formes d'entertainment et de contrôle moderne, le cinéma et le porno. Un metteur en scène mégalomane et menteur, un homme de cinéma, embarque une femme blonde sur un bateau. Elle est la seule femme à bord. L'île qui les intéresse s'appelle Skull Island. Elle n'existe pas sur les cartes car nul n'en est jamais revenu. Peuplade primitive, créature fétale, petite fille aux cheveux noirs emmêlés, vieille femme menaçante, édentée, hurle sous une pluie diluvienne. Il kidnappe la femme blonde pour en faire l'offrande à King Kong. Il l'attache, une vieille femme lui met un collier avant de la livrer au gros singe. Les humains précédents, parés de ce collier, se sont tous fait croquer, tels des petits cubes apéritifs. Ce King Kong n'a ni bite, ni couille, ni sein. Aucune scène ne permet de lui attribuer un genre. Il n'est ni mâle ni femelle, il est juste poilu et noir. Herbivore et contemplative, cette créature a le sens de l'humour et de la démonstration de puissance. Entre Kong et la blonde, il n'y a aucune scène de séduction érotique.
La Belle et la Bête s'apprivoisent et se protègent, sont sensuellement tendres l'une avec l'autre, mais de façon non sexuée. L'île est peuplée de créatures qui ne sont ni mâles ni femelles. Chenilles monstrueuses, aux tentacules visqueux et pénétrants, mais moites et roses comme des chattes de femmes. Larves à tête de bite, qui s'ouvrent et deviennent des vagins dentés qui croquent les têtes des gars de l'équipage. D'autres font appel à une iconographie plus genrée, mais relevant du domaine de la sexualité polymorphe, araignées velues et brontosaures grises et identiques, comparables à une horde de spermatozoïdes lourdingues. King Kong, ici, fonctionne comme la métaphore d'une sexualité d'avant la distinction des genres, telle qu'imposée politiquement autour de la fin du XIXe siècle. King Kong est au-delà de la femelle et au-delà du mâle. Il est à la charnière entre l'homme et l'animal, l'adulte et l'enfant, le bon et le méchant, le primitif et le civilisé, le blanc et le noir. Hybride avant l'obligation du binaire. L'île de ce film est la possibilité d'une forme de sexualité polymorphe et hyper puissante, ce que le cinéma veut capturer, exhiber, dénaturer, puis exterminer. Quand l'homme vient la chercher, la femme hésite à le suivre. Il veut la sauver, la ramener dans la ville, dans l'hétérosexualité hypernormée. La Belle sait qu'elle est en sécurité auprès de King Kong. Mais elle sait aussi qu'il faudra quitter sa large paume rassurante pour aller chez les hommes et s'y débrouiller seule. Elle décide de suivre celui qui vient la chercher, la délivrer de la sécurité et la ramener dans la ville, où elle sera de nouveau menacée de toutes parts. Au ralenti, gros plan sur les yeux de la blonde, quand elle comprend qu'elle a été utilisée. Elle n'a servi qu'à capturer l'animal, qu'à trahir son allié, sa protectrice, ce avec quoi elle avait des affinités. Son choix de l'hétérosexualité et de la vie en ville, c'est le choix de sacrifier ce qui en elle est hirsute, puissant, ce qui en elle rit en se frappant la poitrine, ce qui règne sur l'île. Quelque chose devait être offert en sacrifice. King Kong est ensuite enchaîné, exhibé dans New York. Il faut qu'elle terrorise les foules, mais que les chaînes soient solides, que les masses puissent être domptées en retour, comme dans la pornographie. On veut toucher le bestial de près, frémir, mais on ne veut pas des dégâts collatéraux. Il y aura des dégâts, car la bête échappe au montreur, comme dans le spectacle. Ce n'est pas la récupération du sexe ou de la violence qui pose problème aujourd'hui, mais au contraire, l'irrécupérabilité des notions dont on s'est servi dans le spectacle. Violence et sexe ne sont pas domesticables par la représentation. Dans la ville, King Kong écrase tout sur son passage. La civilisation qu'on voyait se construire au début du film se détruit en très peu de temps. Cette force qu'on n'a voulu ni apprivoiser, ni respecter, ni laisser là où elle était, est trop grande pour la ville qu'elle écrabouille rien qu'en marchant, avec une grande tranquillité. La bête cherche sa blonde. Pour une scène qui n'est pas érotique, mais relève plutôt de l'enfance. Je te tiendrai dans ma main et nous patinerons ensemble comme pour une valse. Et tu riras comme un enfant dans un manège enchanté. Il n'y a pas ici de séduction érotique, mais un rapport sensuel évident, ludique, où la force ne fixe pas de domination. King Kong ou le chaos d'avant les genres. Puis les hommes en uniforme, le politique, l'État interviennent pour tuer la bête. Grimper en haut des buildings, se battre avec des avions qui sont comme des moustiques. C'est leur nombre qui permet d'abattre la bête et de laisser la blonde seule, prête à épouser le héros. Le réalisateur, yeux écarquillés devant le corps de l'animal, photographié comme un trophée. Les avions n'y sont pour rien. C'est la Belle qui a tué la bête. Une parole de réalisateur, mensongère. La Belle n'a pas choisi de tuer la bête. La Belle a refusé de participer au spectacle. Elle est venue à sa rencontre dès qu'elle a su qu'elle se libérait. Elle s'est amusée dans sa main quand il fallait glisser sur les eaux glacées du parc. Elle l'a suivie jusqu'au sommet où elle s'est fait massacrer.
Ensuite, alors, la belle a suivi son beau. La belle n'a pu empêcher les hommes ni de ramener la bête, ni de la tuer. Elle se met sous la protection du plus désirant, du plus fort, du plus adapté. Elle est coupée de sa puissance fondamentale. C'est notre monde moderne. Je suis peut-être une enfoirée, mais c'est non négociable. Si je te dis non, c'est définitif. À tort ou à raison, toujours excessif. Quand j'ai décidé, c'est irrévocable. Je suis peut-être une enfoirée, mais c'est non négociable. Quand j'arrive à Paris, en 93, de la féminité, je n'ai que quelques accessoires qui ont une utilité professionnelle. Dès l'instant que je renonce à faire des clients, je retrouve anorak, jeans, chaussures plates et peu de maquillage. Le punk rock est un exercice d'éclatement des codes établis, notamment concernant les genres, ne serait-ce que parce qu'on s'éloigne physiquement des critères de beauté classiques. Quand je suis internée à 15 ans, le psychiatre me demande pourquoi je m'enlaidis à ce point. Je le trouve chier de me demander ça, vu que moi, avec mon pétard rouge, mes lèvres peintes en noir, mes collants dentelles blanches et mes énormes Rangers, je me trouve follement chic. Il insiste. Est-ce que j'ai peur d'être laide? Il dit que j'ai pourtant de beaux yeux. Je ne comprends même pas de quoi il me parle. Est-ce qu'il se trouve sexy, lui, dans son costard pourri et 4 cheveux de rab sur le caillou? Être queponne, c'est forcément réinventer la féminité, puisqu'il s'agit de traîner dehors, taper la manche, vomir de la bière, sniffer de la colle jusqu'à rester les bras en croix, se faire embarquer, pogoter, tenir l'alcool, se mettre à la guitare, avoir le crâne rasé, rentrer fracassé tous les soirs, sauter partout pendant les concerts, chanter à tue-tête en voiture les fenêtres ouvertes des hymnes hyper masculins, t'intéresser de près au foot, faire des manifs en portant la cagoule et voulant en découdre. Et tout le monde te fout la paix. Il y aura même plein de mecs pour trouver ça formidable, être de bons amis et ne pas chercher à te recadrer. C'est tout le concept du punk, ne pas faire comme on vous dit de faire. Avec la police, c'est pareil qu'avec le psychiatre. Garde à vue, un inspecteur compatissant, je suis plus jolie que je ne le crois, pourquoi je mène la vie que je mène? On me la fera souvent celle-là. Alors que je ne me plains de rien auprès de personne. Être jolie, à quoi ça me servirait, vu que je ne me sens pas douée pour ça et que mes stratégies pour compenser le truc fonctionnent au-delà de toutes mes attentes. J'étais chaleureuse avec les garçons, ils me le rendaient gentiment dans l'ensemble. À Lyon, je me coupe les cheveux super courts. On m'appelle monsieur dans les boulangeries ou au tabac. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Les réflexions sont rares. Arrête de fumer ta clope comme un mec. La plupart du temps, culture underground, privilégiée, à l'écart, on me fout une paix royale. Ça doit se voir que ça me va très bien comme ça. C'est le punk rock, c'est chez moi. Ça ne va durer qu'un temps. En 93, je publie Baise-moi, premier papier dans Polar. Un papier de mec, 3 pages, de réassignation. C'est pas que le bouquin ne soit pas bon selon ses critères qui dérangent le bonhomme. Du livre, en fait, il ne parle pas. C'est que je sois une fille qui mette en scène des filles comme ça. Et sans se poser de questions, puisqu'il est un homme, il a selon lui évidemment le droit de me signaler ce qui m'est permis selon la bienséance telle qu'il l'a définie. Il vient me dire, cet inconnu, et le dire publiquement, je n'ai pas à faire ça. On s'en fout du livre, c'est mon sexe qui compte. On s'en fout de qui je suis, d'où je sors, de ce qui me convient, de qui va me lire, de la culture punk rock. Papy intervient, ciseaux en main, et il va me la rectifier, ma bite mentale, il va s'en occuper des filles comme moi. Et de citer Renoir, les films devraient être faits par de jolies femmes montrant de jolies choses. Ça me fera au moins une idée de titre. Sur le coup, c'est tellement grotesque que je rigole. C'est par la suite que je change de ton. Quand je réalise qu'on me tombe dessus de tous côtés en ne s'occupant que de ça. C'est une fille, une fille, une fille. J'ai une chatte en travers de la gueule. Je ne m'étais pas encore beaucoup confrontée au monde des adultes, encore moins des adultes normaux,
Ça va me surprendre pour un moment comment ils sont nombreux à savoir distinguer ce qui se fait de ce qui ne se fait pas quand on est une fille dans la ville. Quand vous devenez une fille publique, on vous tombe dessus de toutes parts, d'une façon particulière. Mais il ne faut pas s'en plaindre, c'est mal vu. Il faut avoir de l'humour, de la distance et les couilles bien accrochées pour encaisser. Toutes ces discussions pour savoir si j'avais le droit de dire ce que je disais. Une femme, mon sexe, mon physique, dans tous les articles, plutôt gentiment d'ailleurs. Non, on ne décrit pas un auteur homme comme on le fait pour une femme. Personne n'a éprouvé le besoin d'écrire que Houellebecq était beau. S'il avait été une femme, et qu'autant d'hommes aient aimé ses livres, ils auraient écrit qu'il était beau. Ou pas. Mais on aurait connu leurs sentiments sur la question. Et on aurait cherché, dans 9 articles sur 10, à lui régler son compte et à expliquer, dans le détail, ce qui faisait que cet homme était aussi malheureux sexuellement. On lui aurait fait savoir que c'était sa faute, qu'il ne s'y prenait pas correctement, qu'il ne pouvait pas se plaindre de quoi que ce soit. On se serait foutu de lui, au passage, « Non mais t'as vu ta gueule ?» On aurait été extraordinairement violent avec lui, si en tant que femme, il avait dit du sexe et de l'amour avec les hommes ce que lui dit du sexe et de l'amour avec les femmes. À talent équivalent, ça n'aurait pas été le même traitement. Ne pas aimer les femmes, chez un homme, c'est une attitude. Ne pas aimer les hommes, chez une femme, c'est une pathologie. Une femme qui ne serait pas très séduisante et viendrait se plaindre de ce que les hommes sont infoutus de bien la faire jouir, on en entendrait parler de son physique et de sa vie familiale, dans les détails les plus sordides, et de ses complexes et de ses problèmes. Ça n'est pas par hasard que toutes les bonnes femmes, ou presque, passé un certain âge, aspirent surtout à ne pas trop faire de vagues. Qu'on ne vienne pas nous expliquer que c'est une question de caractère ou de nature, qu'on n'aime pas provoquer et que nous, notre truc, c'est plutôt la maison et les enfants. Faut voir ce qu'on prend dès qu'on dit un peu quelque chose. Même le plus fou furieux mec du hip-hop n'est pas maltraité comme une femme. Pourtant, on sait ce que les blancs pensent des noirs. Il n'y a pas pire qu'être une femme jugée par des mecs. Tous les coups sont permis, à commencer par les plus crades. On n'est même pas des étrangères, on est sous-titré tout le temps parce qu'on ne sait pas ce qu'on a à dire. On ne le sait pas aussi bien que les mâles dominants, qui sont habitués depuis des siècles à écrire des livres sur la question de notre féminité et de ce qu'elle implique. C'est à cette époque que je découvre, consterné, que n'importe quel connard doté d'un sgeg se sent le droit de parler au nom de tous les hommes, de la virilité, du peuple des guerriers, des seigneurs, des dominants et, conséquemment, le droit de me donner des leçons de féminité. On s'en fout que le type mesure 1,50 m, soit plus large que haut, n'ait jamais fait preuve d'aucune masculinité, jamais en rien. Il en est. Et moi, je suis de l'autre sexe. Il n'y a que moi que ça effare qu'on me remette systématiquement à ma place de femelle. On ne me compare qu'à d'autres femmes, Marie Darrieussecq, Amélie Nothomb, Laurette Nobécourt, qu'importe, pourvu qu'on ait environ le même âge. Et surtout qu'on soit du même sexe. J'en prends pour une ration double de condescendance amusée, en tant que femme. Vexation supplémentaire, rappel à l'ordre, mes fréquentations, mes sorties, mes dépenses, où j'habite, sous surveillance de toutes sortes, une fille. Je vous ai lu un extrait de King Kong Theory de Virginie Despentes, publié chez Grasset en 2006. Textuel, lire pour vivre 1000 vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.